Non. Non. C'est impossible. Ce sont les mots exacts que ma mère a prononcés, les yeux écarquillés, le visage vidé de son sang, lorsqu'elle a vu ce que j'avais fait. Elle se tenait là, dans son manteau de créateur, ses valises Louis Vuitton gisant sur le sol comme des cadavres abandonnés, réalisant enfin que ses vacances de rêve s'étaient transformées en son pire cauchemar. Mais avant d'en arriver à ce moment de destruction totale, il faut que vous compreniez comment tout a commencé. Comment une enfant de 11 ans s'est retrouvée seule, affamée et terrifiée dans une maison bourgeoise de Bordeaux, avec pour seule arme une vérité que personne ne voulait entendre. Avant de vous plonger dans cet enfer que j'ai vécu, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est important pour moi de savoir que je ne suis pas seule, que quelqu'un, quelque part, m'écoute enfin. Je m'appelle Romane. J'avais 11 ans l'été dernier, et ma vie ressemblait à une image de carte postale que l'on achète dans les boutiques de souvenirs, jolie en surface, mais vide de sens au verso. Mes parents, Sibylle et Amaury, étaient ce qu'on appelle des gens importants. Ma mère dirigeait une galerie d'art contemporain en centre-ville, et mon père était un architecte renommé. Pour eux, l'apparence était tout. L'apparence de la réussite, l'apparence du bonheur, l'apparence d'une famille parfaite. Mais cet été-là, l'apparence s'est brisée. C'était un mardi matin de juin. L'école n'était pas encore tout à fait finie, mais l'air était déjà lourd et humide, typique du climat bordelais. Ma mère bouclait sa valise dans le hall d'entrée. L'odeur de son parfum, un mélange coûteux de jasmin et de bois de santal, saturait l'air, une odeur qui, encore aujourd'hui, me donne la nausée. « Tu es sûr que tu as tout ?» demanda mon père en vérifiant son passeport pour la 10e fois. Il partait pour Florence, en Italie. Un mois entier. Officiellement, c'était pour un séminaire sur l'art de la Renaissance et l'architecture toscane. Officieusement, c'était pour boire du vin, manger dans des restaurants étoilés et oublier qu'ils avaient une fille. Je me tenais près de l'escalier, serrant mon ours en peluche contre moi, même si je savais que ma mère détestait ça. Elle disait que ça faisait « bébé ». Elle s'est approchée de moi, non pas pour me serrer dans ses bras, mais pour ajuster le col de ma chemise qui était légèrement de travers. « Romane, écoute-moi bien, dit-elle en me fixant avec ses yeux bleus glaçants. Tu as 11 ans maintenant. Tu n'es plus un bébé. Ce mois-ci, c'est ta chance de nous prouver que tu es une grande fille. Que tu es autonome. Autonome. C'était son mot préféré. Pour elle, l'autonomie ne signifiait pas apprendre à grandir, cela signifiait ne pas la déranger. Mon père s'est approché et m'a tendu un billet de 20 €, tout chiffonné, comme s'il l'avait retrouvé au fond de sa poche par hasard. Puis, il a posé une carte bancaire sur la console de l'entrée. Une « carte secours », comme il l'appelait. « Il y a de l'argent sur cette carte pour tes repas », dit-il distraitement, en regardant déjà sa montre. « Tu commandes des pizzas, tu vas au supermarché. Tu te débrouilles. On a laissé quelques trucs dans le frigo pour commencer. »« Mais, qui va rester avec moi ?» demandai-je, ma voix tremblant à peine. Ils échangèrent un regard. Ce regard complice des adultes qui savent qu'ils font quelque chose de mal mais qui ont déjà préparé leur excuse. « Personne, Romane, répondit ma mère avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. C'est ça, le test. Nous te faisons confiance. Tu es assez mûr pour rester seul dans la maison. C'est sécurisé, nous sommes dans un bon quartier. Ne nous déçois pas en ayant peur pour rien. Ne nous déçois pas. » La menace était claire. Si j'avais peur, si je pleurais, si je demandais de l'aide, j'étais une déception. Ils ont pris leurs valises. Le bruit des roulettes sur le carrelage en marbre résonnait comme un compte à rebours. La porte d'entrée s'est ouverte, laissant entrer une bouffée d'air chaud, puis elle s'est refermée. J'ai entendu le moteur de leur SUV démarrer, les pneus crisser légèrement sur les graviers de l'allée, et puis, le silence. Je me suis retrouvée seule dans cette immense maison de 300 mètres carrés. J'ai regardé le billet de 20 € dans ma main. J'ai regardé la carte bancaire sur la table. Je ne savais pas encore que ce morceau de plastique allait devenir mon pire ennemi. Je ne savais pas que ce test d'autonomie allait se transformer en une lutte pour ma survie. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé la voiture disparaître au coin de la rue.
Une pensée terrible m'a traversé l'esprit, une pensée qu'aucun enfant ne devrait avoir. Ils avaient l'air soulagés. Ils étaient heureux de partir. Heureux de me laisser derrière. Et moi? J'étais seule. Totalement, absolument seule. Le premier jour, j'ai essayé de jouer le jeu. J'ai erré dans la maison comme un fantôme, touchant les objets que je n'avais d'habitude pas le droit de toucher. J'ai mangé un yaourt trouvé dans le frigo et un reste de salade flétrie. Je me disais que ce n'était pas si mal. J'étais la reine de mon propre château. Mais la réalité, froide et brutale, m'a frappée dès le deuxième jour. Mon estomac a commencé à gargouiller vers midi. J'ai ouvert le frigo. Il était pratiquement vide. Une bouteille de vin blanc, inutile pour moi, un pot de moutarde, 2 œufs et un morceau de fromage qui commençait à durcir sur les bords. C'était tout. On a laissé quelques trucs, avait dit mon père. C'était un mensonge. Ils n'avaient rien laissé. Ils avaient vidé le frigo avant de partir pour ne pas que les aliments pourrissent, oubliant juste un détail, leur fille devait manger. J'ai pris la carte bancaire, la fameuse carte secours, et le billet de 20 €. J'ai mis mes chaussures et je suis sortie. Le soleil tapait fort. Notre quartier, bien que luxueux, était étrangement désert en journée. Les hôtels cachaient les maisons, et personne ne marchait dans la rue. J'ai marché pendant 20 minutes jusqu'au petit supermarché Carrefour City le plus proche. À l'intérieur, l'air conditionné m'a fait frissonner. Je me sentais minuscule avec mon panier trop grand. J'ai commencé à mettre des choses dedans, essayant de calculer comme une adulte. Un paquet de pâtes. De la sauce tomate. Du pain de mie. Une boîte de céréales. Du lait. Et puis, au rayon boucherie, j'ai vu du jambon. J'en ai pris un paquet. J'avais faim, une faim réelle qui me piquait le ventre. Je suis arrivée à la caisse. Il y avait une dame derrière moi, impatiente, qui tapotait du pied. La caissière, une jeune femme aux cheveux rouges, a passé mes articles. Bip. 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 Ça fera 42,50 €, ma puce, dit-elle avec un sourire fatigué. J'ai tendu la carte bancaire, le cœur battant de fierté. J'allais payer mes propres courses. J'étais autonome. J'ai inséré la carte dans le terminal. Le code, demanda la caissière. Je me suis figée. Le code. Mon père ne m'avait pas donné de code. Il avait dit, il y a de l'argent dessus. Il n'avait jamais mentionné de code PIN. Je ne sais pas, balbutiai-je. C'est sans contact? Elle a soupiré et a posé la carte sur l'écran. Un bruit strident, agressif, a retenti. Paiement refusé. Mon visage a commencé à brûler. Réessaie, dis-je, la voix étranglée. Elle a réessayé. Bip. Paiement refusé. La carte n'est pas activée, ou alors le plafond est à 0, dit la caissière, plus fort cette fois. La dame derrière moi a soufflé bruyamment. Allez, petite, on n'a pas toute la journée. Je sentais les larmes monter, chaudes et piquantes. Je regardais l'écran, espérant que c'était une erreur. Mais non. Mes parents m'avaient laissé une carte inutilisable. Un morceau de plastique sans valeur. J'ai ça, dis-je en sortant le billet de 20 € froissé de ma poche. Ma main tremblait tellement que j'ai failli le faire tomber. Ça ne suffira pas pour tout ça, dit la caissière en regardant mon panier. Tu dois choisir. Sous le regard agacé des adultes, j'ai dû reposer le jambon. J'ai reposé les céréales. J'ai reposé le lait. J'ai gardé le pain de mie le moins cher, un paquet de pâtes premier prix, et une boîte de sauce. C'était tout ce que je pouvais m'offrir pour survivre un mois entier. Je suis sortie du magasin avec mon sac plastique presque vide, les joues en feu, l'humiliation collant à ma peau comme de la sueur. J'avais 11 ans, et je venais d'apprendre que la promesse de mes parents valait moins que le papier sur lequel elle n'avait jamais été écrite. Arrêtez-vous une seconde. Mettez-vous à ma place. Vous avez 11 ans, vos parents sont dans un autre pays, et vous découvrez à la caisse d'un supermarché qu'ils vous ont laissé sans argent, sans moyen de manger. Que feriez-vous? Auriez-vous appelé la police tout de suite? Ou auriez-vous fait comme moi, paralysé par la honte et la peur de les décevoir?
Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez fait. Je suis rentrée chez moi en traînant les pieds. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Ce n'était pas juste une erreur technique. C'était un message. Il ne m'avait pas oublié, il ne s'était tout simplement pas soucié de vérifier. J'étais seule. Et maintenant, je savais que j'allais avoir faim. Le 3e jour, le silence dans la maison a changé de texture. Au début, c'était juste une absence de bruit. Maintenant, c'était devenu une présence physique, lourde, oppressante. Le silence s'infiltrait partout, sous les portes, à travers les rideaux tirés. Il me criait que j'étais abandonnée. J'avais établi un rationnement strict. 2 tranches de pain de mie le matin. Une poignée de pâtes le soir, cuite à l'eau sans sel parce que je n'arrivais pas à trouver où ma mère rangeait le sel. À midi, je buvais de l'eau. Beaucoup d'eau. J'avais lu quelque part que l'eau trompait l'estomac. J'ai essayé d'appeler ma mère. J'ai composé son numéro sur le téléphone fixe du salon. Ça a sonné. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Puis, sa voix enjouée sur le répondeur. « Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Sibylle. Je suis actuellement en déplacement à l'étranger pour trouver de nouvelles inspirations artistiques. Laissez un message. » Maman ? Ai-je chuchoté après le bip. Maman, la carte ne marche pas. J'ai faim. S'il te plaît, rappelle-moi. Je n'ai pas raccroché tout de suite. J'ai écouté le vide de la ligne, espérant qu'elle décrocherait magiquement. Mais rien. Juste le silence. Pourquoi ne répondait-il pas? Étaient-ils si occupés à admirer des sculptures qu'ils en oubliaient leur propre chef-d'œuvre raté, leur fille? Une petite voix insidieuse dans ma tête a commencé à me chuchoter des horreurs. C'est de ta faute. Tu n'es pas assez débrouillarde. Si tu étais une meilleure fille, tu saurais faire marcher cette carte. Tu es une charge pour eux. Pour échapper à ces pensées, j'ai allumé la télévision. Je suis tombée sur une émission culinaire. Des chefs préparaient un bœuf bourguignon, la sauce riche et brillante nappant la viande tendre. J'ai senti ma salive inonder ma bouche. Mon estomac s'est tordu violemment, une crampe si douloureuse que j'ai dû me plier en 2 sur le canapé en cuir beige. J'ai éteint la télé. Regarder de la nourriture était une torture. Je suis montée dans ma chambre et j'ai pris mon cahier d'école. J'avais besoin de parler à quelqu'un, même si ce quelqu'un n'était qu'une feuille de papier. En haut de la page, j'ai écrit en lettres capitales, jour 3. En dessous, j'ai écrit, le pain est presque fini. J'ai mal à la tête quand je me lève trop vite. La maison craque la nuit et j'ai peur. Pourquoi m'avez-vous laissé? Écrire me donnait un étrange sentiment de pouvoir. C'était comme si je capturais la réalité, comme si je l'empêchais de s'évaporer. Si je mourais de faim ici, au moins, ce cahier raconterait mon histoire. Ce cahier serait ma voix quand je n'aurais plus la force de parler. Le soir, assise dans la cuisine plongée dans la pénombre pour économiser l'électricité, une autre peur irrationnelle que j'avais développée, j'ai mâché mes pattes collantes. J'ai regardé par la fenêtre. Dans la maison d'en face, chez Madame Colette, je voyais une lumière chaude. Je voyais des silhouettes bouger. Une famille. Des gens qui s'aimaient, qui mangeaient ensemble. J'ai posé ma fourchette. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues, tombant dans mon assiette froide. Je n'étais pas seulement affamée de nourriture. J'étais affamée d'amour. Et cette faim-là, aucun supermarché ne pouvait la combler. Mais je ne savais pas encore que le pire n'était pas la faim. Le pire allait arriver le lendemain, quand mon corps affaibli allait me trahir. Le 4e jour a commencé dans un brouillard. Je me suis réveillée avec des vertiges. Mes jambes semblaient faites de coton. J'avais faim, une faim vorace, animale. J'ai fouillé les placards de la cuisine une nouvelle fois, espérant un miracle. Tout au fond d'un tiroir, derrière des ustensiles à fondu que nous n'utilisions jamais, j'ai trouvé un vieux sachet de pommes de terre germées. C'était comme trouver un trésor. Des pommes de terre. Je pouvais faire des frites. Ou au moins des pommes de terre sautées. J'ai pris la poêle la plus lourde, celle en fonte que ma mère adorait. J'ai versé de l'huile. Beaucoup d'huile, parce que je voulais que ça soit gras, que ça me remplisse. J'ai allumé le gaz.
La flamme bleue a jailli avec un sifflement. J'ai commencé à éplucher les pommes de terre avec un couteau trop grand pour mes petites mains. Je tremblais de faiblesse. Quand j'ai jeté les morceaux de pommes de terre humides dans l'huile bouillante, j'ai commis l'erreur de débutante, l'erreur d'une enfant laissée sans surveillance. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. PSSSHHH. Une explosion de éclaboussure brûlante a jailli de la poêle. J'ai crié. L'huile bouillante a atterri sur mon avant-bras droit et sur le dos de ma main. La douleur a été instantanée, fulgurante, comme si on m'avait posé un fer à repasser directement sur la peau. Par réflexe, j'ai reculé brusquement, heurtant le plan de travail avec mon coude. La poêle a vacillé mais n'est pas tombée. Par contre, mon bras a balayé une assiette en porcelaine de Limoges qui était posée là. Elle s'est écrasée sur le carrelage dans un fracas terrible. Je me suis effondré sur le sol, serrant mon bras brûlé contre ma poitrine. Aïe, 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 je gémissais, me balançant d'avant en arrière. La peau devenait déjà rouge vif, et des cloques commençaient à se former sous mes yeux. La douleur physique était insupportable, mais ce qui a suivi était pire. J'ai regardé les débris de l'assiette. C'était l'une des préférées de ma mère. Non, non, non. Ai-je pleuré? Elle va me tuer. Elle va me tuer. Au lieu de penser à ma brûlure, je pensais à la colère de ma mère. C'est ça, la tragédie des enfants maltraités émotionnellement, nous nous inquiétons plus de la réaction de nos bourreaux que de notre propre sécurité. Je me suis relevé en titubant, les larmes aveuglant ma vue. J'ai couru vers l'évier et j'ai passé mon bras sous l'eau froide. Ça soulageait un peu, mais dès que j'arrêtais, la brûlure revenait, lancinante, pulsatile. Je n'avais pas de crème pour les brûlures. Je ne savais pas où était la trousse de secours. J'ai fini par enrouler un torchon de cuisine propre autour de mon bras. Puis, à genoux, avec ma main valide, j'ai ramassé les morceaux de porcelaine un par un. Je me suis coupé le doigt avec un éclat, ajoutant du sang frais au désastre. J'ai jeté les débris au fond de la poubelle, en les cachant sous des emballages vides pour qu'elle ne les voie pas tout de suite. Je me suis assise au milieu de la cuisine, épuisée, blessée, le bras en feu, le doigt en sang, l'estomac vide. Les pommes de terre avaient brûlé dans la poêle, dégageant une fumée noire et âcre. J'ai éteint le gaz. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi, bien plus définitivement que l'assiette. J'ai réalisé que si je mourais ici, maintenant, à cause d'une infection ou d'un incendie, mes parents ne le sauraient que dans 3 semaines. Je n'étais plus en train d'attendre leur retour. J'étais en train de survivre à leur absence. Et cette prise de conscience a transformé ma peur en quelque chose de plus froid, de plus dur. De la rage. Le 5e jour, ma brûlure s'était infectée. Elle était rouge, gonflée et suintait d'un liquide jaunâtre qui collait au torchon. Je me sentais fiévreuse. Je passais la plupart du temps allongée sur le canapé, regardant le plafond, trop faible pour bouger. Vers 14 heures, la sonnette a retenti. Ding dong. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai cru, pendant une seconde folle, que c'était eux. Qu'ils étaient rentrés plus tôt, qu'ils avaient senti que j'étais en danger. Je me suis levée, ignorant la douleur, et je me suis dirigée vers la porte. Mais je me suis arrêtée avant de l'ouvrir. J'ai regardé par le judas. Ce n'étaient pas mes parents. C'était un homme. Grand, portant une casquette vissée sur la tête et un gilet fluo un peu sale. Il tenait une sorte de dossier. Il a sonné à nouveau, plus longuement cette fois. Ding dong. Y a quelqu'un, a-t-il crié d'une voix rauque. Je me suis figée. Mes parents m'avaient interdit d'ouvrir à qui que ce soit. Si quelqu'un vient, tu ne fais pas de bruit, avait dit mon père. L'homme s'est penché et a essayé de regarder par la fenêtre étroite à côté de la porte. J'ai reculé précipitamment, me plaquant contre le mur du couloir. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers la porte. Il a commencé à frapper du poing contre le bois. Bam. 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 Je sais qu'il y a quelqu'un, j'ai vu de la lumière hier soir, a-t-il grogné. Ouvrez. C'est pour le relevé du compteur. Le relevé du compteur? Ou un repérage pour un cambriolage? Dans ces quartiers riches, l'été, les maisons vides sont des cibles. Et si j'ouvrais,
il verrait qu'il n'y a qu'une petite fille de 11 ans, blessée et seule. La terreur m'a envahi, une terreur primale. J'ai rampé jusqu'au salon et je me suis caché derrière le grand canapé d'angle. Je me suis mise en boule, serrant mes genoux contre ma poitrine, protégeant mon bras brûlé. Je retenais ma respiration. L'homme a contourné la maison. Je l'ai entendu marcher sur les graviers. J'ai vu son ombre passer devant la grande baille vitrée du salon. S'il regardait à l'intérieur, il verrait le désordre dans la cuisine, signe qu'il y avait de la vie, mais pas d'adultes. Je fermais les yeux, priant un Dieu auquel mes parents ne croyaient pas. Fait qu'il parte. Fait qu'il parte. Il a essayé la poignée de la porte-fenêtre. Elle était verrouillée. Dieu merci, j'avais tout verrouillé le premier jour. Putain de riche, l'ai-je entendu marmonner. Après ce qui m'a semblé être une éternité, les bruits de pas se sont éloignés. J'ai entendu une portière de camionnette claquer, puis un moteur s'éloigner. Je suis restée cachée derrière le canapé pendant encore 1 heure, tremblante, en sueur, la fièvre me faisant délirer légèrement. C'est là, recroquevillée dans la poussière, que j'ai compris à quel point j'étais vulnérable. N'importe qui pouvait entrer. N'importe qui pouvait me faire du mal. Et mes parents? Ils étaient à 1000 kilomètres, en train de boire du spritz sur une terrasse. La colère est revenue, plus forte que la peur. Ils m'avaient laissé comme une proie sans défense. Vous allez payer, ai-je chuchoté dans le silence de la maison vide. Ce n'était pas une menace d'enfant. C'était une promesse. Ce soir-là, la fièvre m'a donné une sorte de clarté lucide. J'ai pris le téléphone que mes parents m'avaient laissé, un vieux modèle avec juste assez de connexion pour aller sur Internet. Je me suis connectée au Wi-Fi. J'ai ouvert Instagram. Je savais que ma mère ne pouvait pas s'empêcher de poster. Elle vivait pour les likes. La première chose qui est apparue sur mon fil d'actualité, c'était son visage. Une photo postée il y a 2 heures. Elle était magnifique, rayonnante, vêtue d'une robe en soie rouge. Elle tenait une coupe de champagne. Mon père était à côté d'elle, souriant, bronzé. En arrière-plan, le Ponte Vecchio de Florence brillait sous le soleil couchant. La légende disait, la Dolce Vita. Enfin un moment pour nous retrouver, loin du stress quotidien. La liberté n'a pas de prix. #Florence, #freedom, #Nokis, #couple goal. Nokis. Pas d'enfant. J'ai relu le hashtag 3 fois. Nokis. J'ai regardé ma main brûlée, la peau boursouflée et purulente. J'ai senti la crampe de faim dans mon ventre vide. J'ai regardé autour de moi, dans cette maison obscure qui sentait le renfermé et la peur. Et puis j'ai regardé son sourire. Elle ne pensait pas à moi. Pas une seconde. Elle ne s'inquiétait pas. Elle célébrait mon absence. Pour elle, j'étais le stress quotidien dont elle s'était libérée. Quelque chose a basculé en moi. L'amour inconditionnel qu'une fille porte à sa mère s'est fissuré, puis s'est effondré comme un vieux mur. À sa place, une froide détermination s'est installée. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine. J'ai ouvert l'application caméra. J'ai appuyé sur vidéo. Jour 5, ai-je dit. Ma voix était rauque, méconnaissable. J'ai tourné la caméra vers mon visage. Je me suis vue sur l'écran. J'avais des cernes noires sous les yeux, mes lèvres étaient gercées, mes cheveux étaient gras et emmêlés. Je ressemblais à une enfant de la rue, pas à la fille d'une galeriste et d'un architecte. Je suis toujours seule, ai-je continué, en fixant l'objectif comme si je fixais les yeux de ma mère. J'ai faim. La carte ne marche pas, maman. Tu ne m'as pas donné le code. J'ai soulevé mon bras pour montrer la brûlure infectée. La caméra a fait le point sur la plaie hideuse. Je me suis brûlée en essayant de faire cuire des pommes de terre pourries. Ça fait très mal. Je crois que j'ai de la fièvre. J'ai fait une pause, avalant ma salive avec difficulté. J'ai vu ta photo sur Instagram. Tu as l'air heureuse. Tu as écrit « Nokis ». Eh bien, tu as réussi. Il n'y a pas d'enfant ici. Juste un fantôme qui a faim. J'ai marché jusqu'au frigo et je l'ai ouvert tout en filmant. La lumière blafarde a éclairé les étagères vides. Juste une bouteille d'eau et le pot de moutarde.
Voilà ce que je mange pendant que tu manges au restaurant, ai-je commenté froidement. Je suis revenu vers la table et j'ai filmé mon cahier ouvert à la page, jour 3. Je documente tout, ai-je dit, ma voix devenant plus forte, plus assurée. Je note chaque heure. Chaque repas que je saute. Chaque fois que j'ai peur. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai sauvegardé la vidéo. Puis j'en ai fait une autre. Et une autre. Je ne pleurais plus. Les larmes, c'était pour les enfants qui espéraient être consolés. Moi, je ne cherchais plus de consolation. Je cherchais des munitions. J'ai créé un dossier sur le téléphone que j'ai nommé « Preuve ». Si je devais disparaître, si quelque chose de grave m'arrivait avant leur retour, ce téléphone raconterait l'histoire qu'ils essaieraient sûrement de cacher. Ils pourraient dire aux voisins que j'étais difficile, que j'avais tout ce qu'il fallait. Mais la vidéo ne mentait pas. Mon bras brûlé ne mentait pas. Cette nuit-là, je me suis endormie avec le téléphone serré dans ma main saine. Ce n'était plus un appareil de communication. C'était mon épée. Et j'attendais juste le moment de m'en servir. Mais je ne savais pas que le moment allait arriver plus tôt que prévu. Dès le lendemain matin, le destin allait frapper à ma porte, non pas sous la forme d'un intrus, mais sous la forme de la seule personne qui s'était inquiétée de mon absence. Le 7e jour a commencé par un silence encore plus lourd que les précédents. La fièvre m'avait fait transpirer toute la nuit, collant mes vêtements à ma peau moite. Mon bras pulsait d'une douleur sourde, rythmique, comme un deuxième cœur malade battant à l'extérieur de mon corps. J'avais bu les dernières gouttes d'eau de la bouteille la veille au soir. Ma gorge était sèche comme du papier de verre. Je n'attendais plus rien. J'étais recroquevillée sur le tapis du salon, serrant mon téléphone éteint pour économiser la batterie, quand la sonnette a retenti à nouveau. Ding dong. Je n'ai pas bougé. Je pensais que c'était encore l'homme à la casquette, le prédateur qui rôdait. Mais après la sonnette, il y a eu une voix. Une voix que je connaissais. Romane ? Romane, c'est Monsieur Josselin, le conseiller d'éducation du collège. Je sais que tu es là. Ouvre, s'il te plaît. Monsieur Josselin. L'homme qui surveillait la cour de récréation, celui qui avait toujours un mot gentil pour les élèves qui traînaient seuls près de la grille. Comment savait-il ? J'ai appelé tes parents, ils ne répondent pas, continua-t-il à travers la porte, sa voix étouffée mais ferme. Si tu n'ouvres pas, je vais devoir appeler la police pour qu'ils défoncent la porte. Je suis inquiet, Romane. La police. Défoncer la porte. Ces mots ont déclenché une panique nouvelle en moi. Si la police venait, mes parents auraient des ennuis. Et s'ils avaient des ennuis, ce serait de ma faute. La voix de ma mère résonnait dans ma tête, ne nous déçois pas. Mais la douleur dans mon bras était trop forte. La soif était trop intense. Et au fond de moi, une petite étincelle d'espoir, que je croyais éteinte, s'est ravivée. Quelqu'un était là. Quelqu'un s'inquiétait. Pas pour la maison, pas pour l'argent, mais pour moi. Je me suis levée difficilement. Le monde a tangué autour de moi. Je me suis tenue au mur pour ne pas tomber. J'ai marché lentement vers l'entrée, mes pieds nus claquant faiblement sur le marbre froid. J'ai posé ma main valide sur la poignée. J'ai hésité une dernière seconde. Ouvrir cette porte, c'était trahir mes parents. C'était briser l'image de la famille parfaite. C'était admettre l'échec. Mais je n'étais plus une fille parfaite. J'étais une survivante. J'ai tourné la clé. Clac. J'ai abaissé la poignée. La porte s'est ouverte, inondant le hall sombre d'une lumière du jour aveuglante. J'ai plissé les yeux. Monsieur Josselin se tenait là, en chemise et pantalon de toile, l'air anxieux. Quand il m'a vu, son visage s'est décomposé. Littéralement. J'ai vu la couleur quitter ses joues. Sa mâchoire s'est décrochée. Mon Dieu! Romane? Souffla-t-il. Je devais être une vision d'horreur. Sale, échevelé, les yeux cernés de noir, vêtu d'un pyjama taché, et tenant contre moi un bras enveloppé dans un torchon croûteux de sang et de pus. Il n'a pas demandé « ça va ?» Il a vu que ça n'allait pas. Il a franchi le seuil sans attendre d'invitation, brisant la règle sacrée de mes parents, pas d'étrangers dans la maison. « Tu es seul ?» demanda-t-il en scannant le couloir vide. J'ai hoché la tête,
trop faible pour parler. Depuis combien de temps? 7 jours, ai-je coassé. Ma voix était un murmure brisé. Il a juré entre ses dents, un mot qu'un professeur ne devrait pas dire, mais qui m'a fait du bien. Il s'est agenouillé à ma hauteur, ignorant l'odeur de renfermé et de maladie qui émanait de moi. Fais-moi voir ton bras, dit-il doucement. J'ai tendu mon bras. Il a soulevé délicatement le bord du torchon. L'odeur de l'infection nous a frappés tous les deux. Il a grimacé mais n'a pas reculé. D'accord. D'accord, Roman. Écoute-moi. C'est fini. Tu n'es plus seul. Il a sorti son téléphone. Il n'a pas appelé mes parents. Il a composé un numéro court. Allô? Oui, c'est Jocelyn. J'ai besoin d'une ambulance et de la police aux 12 allées des Mimosas. Immédiatement. Enfant mineur en danger grave. Abandon parental. Blessure infectée. Oui. Tout de suite. En entendant prononcer ces mots « abandon parental », j'ai senti mes jambes lâcher. Je me suis effondré, non pas de douleur, mais de soulagement. Il m'a rattrapé avant que je ne touche le sol. Pour la première fois depuis une semaine, je me suis laissé aller. J'ai pleuré dans les bras de ce quasi-inconnu, tachant sa chemise propre avec mes larmes et ma saleté. Et contrairement à ma mère, il ne m'a pas repoussé. Il m'a serré plus fort. Les minutes qui ont suivi ont été floues. Je me souviens des sirènes au loin, se rapprochant comme une promesse. Mais avant l'arrivée des secours officiels, une autre figure est apparue. Madame Colette. Ma voisine d'en face. Une dame âgée, toujours impeccable avec ses cheveux gris tirés en chignon, que ma mère traitait avec condescendance parce qu'elle portait des robes démodées. Monsieur Jocelyn l'avait appelée en attendant l'ambulance. Elle est entrée dans la cuisine où Monsieur Jocelyn m'avait assise sur une chaise. Quand elle a vu l'état de la pièce, l'assiette cassée dans la poubelle, la poêle brûlée encore sur la gazinière, le frigo ouvert et vide, elle a porté la main à sa bouche. « Oh, Seigneur Jésus » murmura-t-elle. Elle s'est tournée vers moi, et ses yeux se sont remplis de larmes. Elle ne m'a pas posé de questions stupides. Elle a vu la détresse. Elle a vu la faim. « Je vais chercher de quoi manger » déclara-t-elle d'une voix tremblante mais décidée. Elle est repartie en courant, chose que je ne l'avais jamais vue faire, et est revenue 5 minutes plus tard avec un panier. Elle avait apporté un thermos de soupe chaude, du pain frais, du beurre et des fruits. « Doucement, ma petite, doucement » dit-elle en versant la soupe dans un bol qu'elle avait elle-même apporté, refusant d'utiliser la vaisselle de cette maison maudite. L'odeur. Je ne pourrai jamais décrire avec justesse l'odeur de cette soupe. C'était un potage de légumes maison, simple, avec des carottes, des poireaux et des pommes de terre. Mais à cet instant précis, c'était l'odeur la plus divine du monde. C'était l'odeur de la vie. Madame Colette a pris une cuillère et l'a portée à mes lèvres. Mes mains tremblaient trop pour tenir le bol. La première gorgée a été un choc. La chaleur s'est répandue dans ma gorge, dans mon estomac vide, irradiant jusqu'au bout de mes orteils. J'ai gémi de plaisir. C'était comme si mon corps se réveillait d'un long coma. « Mange, mon ange. Mange » chuchotait-elle en essuyant une larme sur sa joue rugueuse. Monsieur Jocelyn surveillait mon bras, attendant les pompiers. « Ils arrivent » dit-il. « Tiens bon. » Mais je tenais bon. La soupe me donnait une force nouvelle. Et avec la force, la colère se cristallisait. Pendant que je mangeais, Madame Colette regardait autour d'elle avec dégoût. Elle a vu la carte secours posée sur la table. « Ils t'ont laissé sans rien ?» demanda-t-elle. « La carte ne marche pas » dis-je entre deux gorgées. « Il n'y a pas de code. » Madame Colette a échangé un regard noir avec Monsieur Jocelyn. Un regard d'adulte à adulte qui scelle un pacte silencieux. Ils avaient compris. Ce n'était pas un accident. C'était de la négligence criminelle. Les pompiers sont arrivés. Ils étaient grands, forts, rassurants. Ils ont examiné mon bras. Brûlure au 2e degré, infection avancée, a dit l'un d'eux. Il faut l'emmener à l'hôpital pour nettoyer ça et mettre des antibiotiques en intraveineuse. Je viens avec elle, a déclaré Madame Colette immédiatement. Ses parents sont absents. Absents, répéta le pompier en notant quelque chose sur sa tablette. Notez.
Alors qu'il me soulevait sur le brancard, j'ai vu mon cahier, preuve, sur la table. Attendez, criai-je. Mon cahier. Et mon téléphone. Monsieur Josselin les a attrapés. Je les garde, Romane. Je les donne à la police. C'est promis. En sortant de la maison, j'ai vu les voisins s'attrouper dans la rue. Ils regardaient l'ambulance, chuchotant, pointant du doigt la maison de l'architecte et de la galeriste. La façade parfaite s'était effondrée devant tout le quartier. Pour la première fois, je n'avais pas honte. J'étais la victime, pas la coupable. La honte changeait de camp. Elle allait bientôt retomber sur ceux qui la méritaient vraiment. À l'hôpital, après avoir soigné mon bras et m'avoir hydraté par perfusion, j'ai été placée dans une chambre calme. Mais le calme a été de courte durée. Une femme est entrée. Elle portait un tailleur gris strict et avait un regard qui semblait scanner mon âme. « Bonjour Romane. Je suis Madame Yvette, des services de protection de l'enfance, ASE, dit-elle. Je suis là pour comprendre ce qui s'est passé. » Monsieur Josselin et Madame Colette étaient là aussi, comme mes gardes du corps improvisés. Monsieur Josselin avait remis mon cahier et mon téléphone à Madame Yvette. Elle avait déjà tout lu. Elle avait tout vu. « Nous devons contacter tes parents, dit-elle. C'est la procédure. » Elle a sorti son téléphone professionnel et a mis le haut-parleur. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Entendre leur voix me terrifiait encore. Ça a sonné longtemps. Finalement, ma mère a décroché. Il y avait du bruit de fond, de la musique, des rires, le tintement des verres. « Allô ? Qui est-ce » Sa voix était pâteuse, traînante. Elle était ivre. « Madame Sibylle Vasseur ? Ici Madame Yvette, des services sociaux de la Gironde. Je vous appelle concernant votre fille, Romane. » Le bruit de fond s'est atténué un peu. « Romane ? Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Elle a cassé quelque chose ? Pas est-ce qu'elle va bien ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? » Madame Colette a laissé échapper un petit cri d'indignation. Madame Yvette est restée de marbre. « Votre fille est à l'hôpital, madame. Elle souffre de malnutrition sévère, de déshydratation et d'une brûlure infectée au bras. Elle a été trouvée seule chez vous depuis 7 jours. » Un silence à l'autre bout du fil. Puis un rire nerveux. « Oh, ne soyez pas ridicule. Malnutrition ? Le frigo était plein quand on est parti. Et une brûlure ? Elle est tellement maladroite. Elle a sûrement touché le four. C'est une enfant dramatique, vous savez. Elle adore attirer l'attention. Elle avait 20 € et une carte bancaire non activée, madame, coupa Madame Yvette, sa voix devenant glaciale. Elle a mangé du pain moisi et des pommes de terre germées. C'est un abandon de mineur. La police est saisie du dossier. La police ? La voix de ma mère monta dans les aigus. Vous plaisantez ? Nous sommes des gens respectables. Mon mari est architecte. Je suis une figure publique. Vous ne pouvez pas mêler la police à ça pour une gamine capricieuse qui ne sait pas se faire cuire un œuf. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes de rage. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait pour sa réputation. Je vous ordonne de rentrer immédiatement en France, dit Madame Yvette. Si vous n'êtes pas là dans 48 heures, un mandat d'arrêt international sera émis contre vous pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais, nos vacances, on a payé l'hôtel. Balbutia ma mère. 48 heures, madame. Madame Yvette a raccroché. Le silence dans la chambre d'hôpital était assourdissant. Madame Colette m'a pris la main. Tu as entendu, ma chérie ? Elle a montré son vrai visage. Maintenant, tout le monde sait. J'ai regardé le téléphone noir posé sur la table de chevet. Ma mère venait de signer son propre arrêt de mort sociale. Elle pensait pouvoir charmer le monde avec ses sourires et ses robes, mais sa voix, sa cruauté enregistrée par les témoins dans cette pièce, venait de tout détruire. Ils allaient revenir. Et j'allais être là pour les accueillir. Non pas avec des câlins, mais avec la vérité. 2 jours plus tard. J'étais sortie de l'hôpital, mais je n'étais pas retournée chez moi. Je vivais chez Madame Colette, juste en face. Mais pour leur retour,
Madame Yvette avait insisté pour que la confrontation ait lieu sur les lieux du crime, c'est-à-dire ma maison. Nous étions tous là. Madame Yvette, un officier de police en uniforme, Monsieur Josselin, Madame Colette, et moi. J'étais assise sur le canapé où je m'étais cachée quelques jours plus tôt. Mon bras était propre, bandé de blanc. J'avais mangé. J'étais propre. Mais mon regard avait changé. J'avais vieilli de 10 ans en une semaine. Nous avons entendu le taxi arriver. Les portières ont claqué. J'ai vu par la fenêtre ma mère descendre, portant un grand chapeau de soleil et des lunettes noires immenses. Mon père suivait, tirant les valises avec un air agacé. Ils avaient l'air de stars de cinéma dérangés par des paparazzis importuns. Ils ne savaient pas que la police était déjà à l'intérieur. La voiture de patrouille était garée un peu plus loin pour ne pas les alerter tout de suite. La clé a tourné dans la serrure. « Romane !» cria ma mère dès qu'elle a franchi le seuil. « Où es-tu ? Tu as une idée de combien nous a coûté ce retour anticipé ? Tu as intérêt à avoir une explication incroyable pour ce cirque. » Elle a jeté son sac à main sur la console. Elle a enlevé ses lunettes de soleil d'un geste théâtral, prête à foudroyer sa fille du regard. C'est là qu'elle s'est arrêtée. Elle a vu l'officier de police debout près de la cheminée, les bras croisés. Elle a vu Madame Yvette assise à la table de la salle à manger, avec ses dossiers ouverts. Elle a vu Monsieur Josselin et Madame Colette debout derrière moi, comme une muraille de protection. Et elle m'a vu. Le silence est tombé comme une guillotine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda mon père en entrant derrière elle, faiblissant sous le poids des valises. Pourquoi y a-t-il la police chez moi ? Monsieur et Madame Vasseur, commença Madame Yvette, sans se lever. Asseyez-vous. Je ne m'assois pas chez moi si je ne le veux pas, cracha ma mère, essayant de retrouver son arrogance habituelle. Elle se tourna vers moi, les yeux lançant des éclairs. Toi. Petite ingrate. Tu as appelé les services sociaux ? Parce qu'on t'a laissé un peu de liberté ? Tu voulais nous punir, c'est ça ? Elle s'est avancée vers moi, le doigt levé, menaçante. L'officier de police a fait un pas en avant, la main sur sa ceinture. Madame, reculez. Ne vous approchez pas de l'enfant. Ma mère s'est figée, choquée qu'on lui donne un ordre. C'est ma fille, hurla-t-elle. Plus pour longtemps, si ça ne tenait qu'à moi, murmura Madame Colette assez fort pour être entendue. Nous allons regarder quelque chose ensemble, dit Madame Yvette calmement. Elle a pointé la télécommande vers le grand écran plat du salon. J'avais connecté mon téléphone au système plus tôt. Non, je ne veux rien voir, protesta mon père. C'est un malentendu. La carte bancaire a dû avoir un bug. Ce n'est pas un crime. Regardez, ordonna Madame Yvette. Elle a appuyé sur lecture. L'écran géant s'est allumé. L'image tremblotante de mon visage, filmée en gros plan, a rempli la pièce. C'était la vidéo du jour 5. Sur l'écran, je ressemblais à un spectre. Mes yeux étaient cernés, ma peau grise. Jour 5 disait ma voix numérique, amplifiée par les enceintes surround du salon luxueux. Je suis toujours seule. J'ai faim. La carte ne marche pas, maman. Tu ne m'as pas donné le code. Dans le salon, ma mère a porté une main à sa gorge. Elle a regardé l'écran, puis moi, puis l'écran. La vidéo continuait. On me voyait soulever mon bras pour montrer la plaie purulente, jaune et rouge, horrible en haute définition. Je me suis brûlée. Ça fait très mal. Je crois que j'ai de la fièvre. Mon père a détourné le regard, incapable de supporter la vue de la blessure. Il est devenu pâle, s'appuyant contre le dossier d'un fauteuil. Puis, la caméra a filmé l'écran de mon téléphone avec le post Instagram de ma mère. Le sourire éclatant de Sibylle à Florence, le verre de champagne, et la légende, #NoKids. Tu as l'air heureuse, disait ma voix dans la vidéo, froide et morte. Tu as écrit NoKids. Eh bien, tu as réussi. Il n'y a pas d'enfant ici. Juste un fantôme qui a faim. La vidéo s'est terminée sur l'image du frigo vide. Noir. Le silence est revenu dans la pièce, mais c'était un silence différent. C'était le silence de la destruction. Ma mère tremblait de tout son corps.
Son visage, si parfaitement maquillé, se décomposait. Elle a reculé, trébuchant presque sur ses talons aiguilles. Non, murmura-t-elle. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Non. Non. C'est impossible. C'était le hook. Le moment exact où sa réalité s'effondrait. Je n'ai jamais. Je ne pensais pas, bégaya-t-elle. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Des larmes de peur, pas de regret. Romane, pourquoi as-tu filmé ça? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je t'ai appelé, dis-je. Ma voix était calme, forte. Je me suis levée pour leur faire face. J'ai appelé 3 fois. Tu n'as pas répondu. Tu étais trop occupée à être libre. Mais l'on t'aime, cria mon père, essayant de sauver les meubles. C'était pour t'apprendre l'autonomie. L'autonomie, intervint Madame Yvette en claquant son dossier. Vous appelez ça de l'autonomie? Laisser une enfant de 11 ans sans nourriture, sans argent utilisable, sans contact d'urgence? C'est de la négligence criminelle aggravée. Elle s'est levée. Monsieur et Madame Vasseur, vous êtes placés en garde à vue provisoire pour délaissement de mineurs de moins de 15 ans compromettant sa santé et sa sécurité. Romane est placée sous la protection de l'État à titre conservatoire. Elle ira chez Madame Colette ce soir. En garde à vue, hurla ma mère. Moi? En prison? Mais je suis Sibylle Vasseur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils diront que vous avez choisi Florence plutôt que votre fille, répondit l'officier de police en s'avançant pour leur passer les menottes. Le clic métallique des menottes a été le son le plus satisfaisant de ma vie. Ma mère s'est mise à pleurer hystériquement, suppliant, accusant tout le monde, disant que c'était un complot. Mon père, lui, était effondré, la tête dans les mains, réalisant que sa carrière, sa réputation, tout était fini. Je les ai regardés se faire emmener vers la voiture de police. Les voisins étaient tous dehors. Ils ont vu Sibylle Vasseur, la grande dame, menottée comme une criminelle. Ils ont vu la vérité. Je n'ai pas détourné le regard. Je voulais qu'ils me voient. Je voulais qu'ils voient que je n'étais plus leur petite chose fragile. J'étais celle qui avait fait tomber le masque. Les mois qui ont suivi ont été une tempête juridique et émotionnelle. Mes parents ont perdu la garde. Pas définitivement au début, mais suffisamment longtemps pour que je puisse respirer. Ils ont été condamnés à de la prison avec sursis, à de lourdes amendes, et surtout, à une obligation de soins psychologiques et de cours de parentalité. Leur réputation à Bordeaux a été anéantie. La galerie de ma mère a fait faillite car plus personne ne voulait acheter de l'art à la mère qui affame sa fille. Mon père a dû changer de cabinet. Ils ont tout perdu parce qu'ils voulaient tout avoir sans rien donner. Je vis toujours chez Madame Colette. Officiellement, je suis en famille d'accueil chez elle. Ici, le frigo est toujours plein. Il y a toujours une odeur de soupe, de gâteau, ou de lessive propre. Ici, quand je me blesse, on me soigne. Quand j'ai peur, on m'écoute. J'ai appris que la famille, ce n'est pas l'ADN. Ce n'est pas le nom de famille prestigieux ou la grande maison. La famille, c'est les gens qui vous nourrissent quand vous avez faim. C'est les gens qui répondent au téléphone quand vous appelez. Parfois, je repense à ce billet de 20 €. Je l'ai gardé. Je l'ai encadré et mis dans ma chambre. Non pas comme un souvenir douloureux, mais comme un trophée. C'est le prix de ma liberté. C'est le prix que j'ai payé pour découvrir qui étaient vraiment mes parents, et surtout, pour découvrir qui j'étais. Je ne suis plus la petite fille qui attendait qu'on revienne la chercher. Je suis celle qui a ouvert la porte et qui est partie. Et à vous qui m'écoutez. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous avez des parents qui vous font sentir que vous êtes un fardeau, écoutez-moi bien, ce n'est pas votre faute. Vous méritez de manger. Vous méritez d'être soigné. Vous méritez d'être aimé. Ne protégez pas leurs secrets. Ne cachez pas leur négligence par honte. La honte leur appartient, pas à vous. C'était mon histoire, l'histoire de mes 20 € et de ma cicatrice. J'espère qu'elle vous donnera le courage de parler si vous en avez besoin. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir d'autres voix qui ont besoin d'être entendues. Et surtout, partagez-la. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui pour se sentir moins seul.
Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. You said you knew where lava was? Oh, she's in the restroom. No way. Yeah, I said you said you knew where lava was? Lava. Yeah. Okay, I might need some. I'm gonna need some lava soon. No, I can get it. No, I can get it. Just give me your bucket. Okay. I think the cow just committed first slide. All I heard was. Arr. I don't know. That's the same noise that Bubs does, apparently. Meow. I'm at my place. I'll head over there. I farted. Boink. Thank you. I'll allow you to have some of my iron then. Yeah, I swear it's not. So we just verify. It's not. Oh yeah. Yeah. Hi. Being a troublemaker soon. What's up, Bubs? It's only 7:11, guys. 7:43. Yeah. Well, it's blowing over there. Give me. Yeah. It's like the fortress. Oh no, it's it's that glowing stupid shit. Yeah, but that's fine. You know, I think there was one other spot. Oh, fine. It's a 6 deep. I'm going to have to use those villagers. It's okay. Two, three. Oh, I got a panda spawning in my area.
Jump into it.